Bonsoir à tous, moi c'est Omar de l'équipe Speaker. Tout de suite, nous allons accueillir une jeune femme très dynamique qui milite pour l'évolution dans l'enseignement de manière innovante. Sans plus attendre, Clarence Thierry. Bonsoir. Alors, ça tombe bien que vous soyez passé juste avant moi parce que je vais pouvoir rebondir. Un schéma vaut mieux qu'un long discours. Alors effectivement, vous allez comprendre pourquoi je suis particulièrement attachée à cette petite phrase. Et pour ça, il faut se repencher un petit peu dans mon passé à moi en tant que petite fille. Puisque dès l'âge de 13-14 ans, on m'a gentiment renvoyée de mon collège. Bon, alors j'étais pas quelqu'un qui avait particulièrement des mauvaises notes ou je n'insultais pas mes profs, mais j'avais le malheur de critiquer, d'être assez critique vraiment sur la manière dont ils nous enseignaient leur savoir. Alors certes, ils savent beaucoup de choses et on leur apprend, il faut un minimum d'une thèse ou d'un doctorat en histoire pour apprendre l'histoire. Mais par contre, on leur apprend pas à transmettre ce savoir, à donner envie d'apprendre, et on leur apprend pas les outils qui sont nécessaires pour donner cette envie aux jeunes de comprendre et de transmettre leur passion pour leur matière. Donc voilà pourquoi maintenant j'ai voulu... Bon, j'ai grandi, hein, je suis devenue un petit peu moins insolente et j'ai voulu donner du sens à mon métier. Et c'est pour ça que j'ai créé il y a 4 ans une agence de conseil en pédagogie qui permet de donner des outils de mémorisation et des outils pour mieux transmettre le savoir aux entreprises et aux collectivités, institutions publiques. Alors, l'objectif, moi je me suis posé la question, enfin on s'est posé la question en tout cas dans ma société sur mais comment fait-on pour apprendre ? Finalement, l'enseignement ne s'est jamais vraiment posé la question de comment le cerveau apprend, comment il mémorise. Et finalement, maintenant, les recherches et les scientifiques commencent à avoir un petit peu des pistes. On sait déjà qu'on a un cerveau gauche et un cerveau droit, là, à peu près, ils sont tous unanimes là-dessus. Donc l'hémisphère gauche, c'est tout ce qui correspond à l'enseignement actuel, c'est l'utilisation du langage, des mots, de la logique, de la structure. Donc c'est toute cette capacité qu'on peut avoir et qui est particulièrement valorisée dans notre système scolaire actuel. Mais nous avons un hémisphère qui a été un peu oublié pendant ce temps-là. L'hémisphère droit, celui qui nous permet d'avoir cette capacité, cette conscience globale, d'avoir le sens de l'esthétique, de pouvoir voir les images et d'avoir cette vision globale essentielle finalement pour comprendre. Et puis on ne peut pas se pencher sur l'apprentissage sans se pencher sur comment nous mémorisons. Puisque finalement, nous avons 2 types de mémoire. On a la mémoire à court terme et une mémoire à long terme. L'intérêt et ce qu'on peut appeler vraiment l'apprentissage, c'est passer de cette mémoire à court terme à cette mémoire à long terme. Alors, pour faire simple, la mémoire à long terme, c'est ce qui nous permet de faire des associations. On sait que quand on est en voiture, on voit un feu rouge, on s'arrête. On n'a même plus besoin de réfléchir, on le sait, on s'arrête. Parce qu'on a fait une association entre le feu rouge et le fait de s'arrêter. La mémoire à court terme nous permet de nous souvenir qu'on s'est arrêté ce matin à un feu rouge. Mais finalement, on n'a pas vraiment besoin de savoir toutes les fois où on s'est arrêté à un feu rouge. Ce n'est pas très utile dans notre vie de tous les jours. Donc l'idée, c'est comment je vais passer de cette mémoire à court terme qui va nous permettre de réussir mon partiel de demain à comment je vais acquérir du vrai savoir qui va me servir tout au long de ma vie. Alors, il y a une première clé évidente de mémorisation. On sait qu'on retient plus facilement les premiers mots d'une phrase ou les premiers chiffres d'une série. Donc on l'appelle l'effet de primauté, c'est une des clés qui va nous permettre d'ancrer davantage le savoir sur le début, sur l'introduction d'une conférence ou sur l'introduction d'une dissertation. Ensuite, il y a le phénomène de storytelling qui a été d'ailleurs beaucoup utilisé aujourd'hui, montre bien qu'on a besoin de se créer des histoires pour susciter l'émotion, pour donner à l'individu quelque chose, un ressenti qui va lui permettre de s'identifier à des personnages et à ancrer la nouvelle théorie dans du réel, dans quelque chose qu'il connaît déjà.
L'utilisation de l'humour, évidemment, beaucoup de gens l'ont utilisé aussi aujourd'hui, l'utilisation de l'humour ou de la provocation. Évidemment, un professeur qui va taper 3 fois sur la table va provoquer un moment de silence chez les élèves qui va permettre de pouvoir peut-être placer l'idée fondamentale pour comprendre le sujet final. Donc la provocation, ça peut être... j'ai eu un prof, moi, un jour, qui a commencé son cours en disant « De toute façon, vous vivez tous au-dessus de vos moyens ». Voilà, tout ce qu'il voulait partir sur l'explication de l'endettement, et il est parti sur une phrase un peu choc qui a attiré l'attention et suscité l'intérêt de tous. Il y a la mise en exergue aussi par l'utilisation de nos 5 sens. Alors, évidemment, c'est tout ce qui est utilisation des couleurs, nos sens visuels. Et puis, si d'un seul coup, je me mets à parler comme ça très très fort, je sais que vous allez particulièrement retenir cette idée, puisque j'ai suscité votre canal auditif, qui a particulièrement été sollicité à ce moment-là. Mais même une odeur, si par exemple vous êtes en train d'apprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et que vous sentez l'odeur forte de la tarte dans le four, ça va chatouiller vos neurones et vous serez dans un contexte d'apprentissage dont vous allez vous remémorer, et vous allez d'autant plus vous remémorer facilement le contenu de cet apprentissage-là. Et puis il y a le phénomène d'association qui est fondamental. L'association, c'est de pouvoir associer quelque chose avec ce que l'on connaît déjà. On a du mal à en créer une nouvelle idée sur quelque chose de très très abstrait. Il nous faut quelque chose qu'on connaisse pour pouvoir comprendre et construire son savoir. C'est aussi l'utilisation de l'analogie, par exemple. Si je veux expliquer la compétitivité des entreprises à un groupe où je sais qu'il y a particulièrement des sportifs émérites, je vais peut-être parler de compétitivité en parlant de la compétition dans un match de boxe, par exemple. Voilà, ils vont partir de quelque chose qu'ils connaissent ou qu'ils puissent voir tous les jours, et on va pouvoir partir sur quelque chose de plus théorique qu'ils ne connaissent pas. Et enfin, l'effet de proximité. Donc ça, c'est les derniers mots d'une conférence. Ce sont la conclusion, c'est la conclusion d'une dissertation. C'est un peu les dernières idées qui vont pouvoir résonner comme un écho dans notre tête et qui vont aussi favoriser notre mémorisation à long terme. Donc les clés, on les connaît. Elles peuvent nous paraître évidentes ou non, mais en tout cas, elles sont très peu utilisées et dans le système scolaire, mais même en entreprise, dans les formations. Alors, en quoi l'enseignement aujourd'hui est complètement contradictoire finalement avec le fonctionnement naturel de notre cerveau, puisque d'abord, on fonctionne beaucoup en prise de notes. Donc le fonctionnement de prise de notes est complètement contradictoire avec ça, puisqu'on va écrire la parole du prof sans faire d'association du tout. On va écrire de façon très monotone. En général, on prend un stylo bleu, un stylo noir. Toutes les idées clés vont être complètement masquées autour d'un flux d'informations qui ne vont pas servir la compréhension générale et l'objectif pédagogique final du sujet. Et on va perdre du temps à relire et lire des notes qu'on ne va jamais complètement intégrer, puisqu'on n'aura pas de vision globale de l'ensemble du sujet, et on sera incapable de faire des associations logiques dans notre cerveau. Donc on va apprendre par cœur, on va apprendre bêtement. Alors on aura peut-être 18 à notre partiel, parce que le partiel c'est demain, et finalement je me souviens un petit peu de mes notes. Mais le jour où j'ai besoin de ces idées-là dans ma vie future, je serai incapable de les réutiliser. Ensuite, c'est l'utilisation massive et généralisée de PowerPoint. Alors certes très pratique, mais qui finalement anesthésie complètement notre cerveau, puisque PowerPoint nous propose des slides très linéaires. Quand on est à la slide 44, rappelez-vous de la slide 42, je pense que les associations sont compliquées. En général, on les gorge de texte, donc stupide, puisque comment lire et écouter en même temps, il y a quelqu'un qui sert à rien, on ne sait pas bien qui. Bref, vous l'avez compris, le système et le fonctionnement ne donnent pas les outils qui permettent à notre cerveau de fonctionner de manière optimale. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui de voir, c'est un des outils que nous, on a développé en interne, mais il en existe plein d'autres. L'utilisation du schéma. Alors là, je parle de mind mapping pour ceux qui connaissent, mais plus largement du schéma. Le schéma permet d'utiliser nos 3 canaux de mémorisation principaux, que tout le monde connaît évidemment, notre canal visuel spatial, avec l'utilisation de la globalité d'un espace. On visualise d'un seul coup d'œil l'ensemble du sujet, avec l'idée principale au centre, et puis les liens logiques entre chaque idée, et puis évidemment l'utilisation des couleurs sur les éléments principaux. Le canal auditif est de l'intelligence verbale, puisque le professeur ou le formateur va pouvoir parler à partir de ce schéma-là, et puis l'utilisation des mots-clés qui sont quand même fondamentaux pour un schéma compréhensible.
Et enfin, l'utilisation du canal kinesthésique, alors qu'il peut paraître moins évident, mais effectivement, avec un schéma, on peut voir qu'on a des liens logiques entre les idées, et ces flèches qu'on peut suivre avec notre doigt nous permettent d'activer notre mémoire corporelle. Et surtout, fondamental, le schéma nous permet cette fameuse association d'idées qui est cruciale pour cette mémorisation à long terme. On va pouvoir associer des idées immédiatement puisque chaque nouvelle idée va être ancrée et va être en lien logique grâce à une flèche ou grâce à ce qu'on veut d'ailleurs, va pouvoir faire ce lien logique entre une nouvelle idée par rapport à une idée ancienne. Ça sollicite notre esprit de synthèse puisqu'on visualise tout de façon globale et immédiate. Et en même temps, ça sollicite notre esprit d'analyse puisqu'on va pouvoir zoomer à l'intérieur des connecteurs logiques entre chaque idée ou entre chaque concept. Et enfin, nous réconcilions nos deux hémisphères. Enfin, nous utilisons la globalité de nos capacités. Et nous pouvons enfin valoriser tout notre cerveau droit qui pour l'instant a été un petit peu mis de côté grâce aux images, grâce à notre capacité de visualiser global et en même temps avec les mots, avec la logique et la structure du schéma qui est fondamentale et là c'est l'utilisation du cerveau gauche. Alors juste petit test, qu'est-ce que vous voyez sur cette image à droite? Ok, il n'y a pas de cube en vrai, il n'existe pas. Bon, c'est pour vous montrer qu'en fait le cerveau pense global et a besoin de trouver du sens. Le schéma permet de lui donner un sens immédiat. Lorsqu'on est à l'école, le sens immédiat il est un petit peu caché, il est brouillé au milieu de nos prises de notes. Là le schéma permet de redonner de sens tout de suite puisque le cerveau a besoin de sens. Vous connaissez peut-être cette phrase? C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais les mots comme un tout. C'est pour ça qu'on arrive à lire, parce que notre cerveau a besoin de globalité, parce qu'il arrive à trouver du sens dans le sens global. Il y a une étude de Mayer, mais on s'en fiche un peu, qui a déterminé que notre apprentissage était amélioré de 90%, soit à peu près multiplié par 2, lorsque le texte est associé à une image. Donc au-delà du schéma, moi je crois à l'importance des images. On a souvent dit que l'image c'était quelque chose de vulgaire, ou que c'était pas très joli par rapport à la connaissance qui elle est pure et le mot. Mais l'image a un vrai intérêt. Alors attention, pas n'importe quel type d'image. Par contre, l'image qui est là pour apporter du fun, un petit effet scénique n'a pas vraiment d'intérêt et au contraire va desservir l'objectif pédagogique. Donc vous voyez ici ce magnifique cochon en soi, mais sur la compétitivité des entreprises, le cerveau a du mal à trouver le sens et du coup a été un petit peu perdu et ça va brouiller en fait le vrai objectif. Donc de l'image, oui, mais de l'image qui va servir le texte, servir l'objectif pédagogique. Alors pourquoi les images c'est si important? Un petit exemple, là j'ai fait un test avec mes collègues au bureau. Je leur ai dit, bon, sur le concept performance, qu'est-ce que vous avez comme première représentation immédiate, sans réfléchir, vos premières représentations, vos images mentales qui viennent avec ce mot-là. Alors on s'aperçoit qu'en fait on a chacun nos propres représentations des concepts. Donc il y en a certains qui nous ont vu tout de suite la récompense, la médaille, le podium. Il y en a d'autres qui ont vu la croissance économique, la courbe de croissance. On parle aussi de performance en termes de temps, de productivité, ou la performance du coureur, ou la performance de l'artiste, le show. Donc derrière ces mots et ces concepts, en fait, on a chacun nos propres représentations. De pouvoir mettre une image claire qui est la même pour tout le monde permet de gommer ces représentations et de fluidifier l'information entre l'expert qui a le savoir et l'apprenant qui doit comprendre de la même manière. Et en même temps, petit test, parce que sur des idées très concrètes, sur des mots très concrets, on a finalement des cultures qui peuvent nous donner comment choisir la bonne image. Si je vous dis petit test, si je vous dis de définir, mais très rapidement dans votre tête, un outil et une couleur associée. À 3, vous allez me dire d'abord l'outil, ensuite la couleur. 1, 2, 3. Voilà, 90% marteau rouge. Alors on ne sait pas très bien d'où ça vient. Mais effectivement, on comprend que nous avons des représentations communes et c'est celles-ci qu'on doit utiliser pour pouvoir transmettre l'information de manière efficace. Pour finir, je vais vous montrer nous, ce qu'on a essayé de faire. On a voulu expliquer et donner au grand public la boîte à outils pour comprendre l'économie et l'actualité économique. C'était juste avant les présidentielles.
Et donc on a voulu faire des petites vidéos qui s'appellent Maintenant dessine-moi l'éco pour leur expliquer les principes de base de l'économie. Elles sont diffusées tous les 4e jeudis du mois sur Le Monde et je vous laisse visualiser. Qu'est-ce que la compétitivité et comment l'améliorer? La notion de compétitivité des entreprises d'un pays renvoie à l'attractivité des biens et des services que ces entreprises produisent pour les entreprises ou consommateurs étrangers. C'est la capacité d'un pays à exporter. On distingue 2 dimensions de la compétitivité. La compétitivité prix et la compétitivité hors prix. La compétitivité prix dépend des prix des exportations qui sont généralement déterminés par les coûts de production, eux-mêmes déterminés par le coût du travail, les salaires, le coût du capital, les intérêts, et leur productivité. Celle-ci est mesurée en rapportant la quantité produite au nombre d'heures utilisées pour produire. Les coûts liés au transport, aux droits de douane et à la réglementation. Le taux de change, c'est-à-dire la valeur relative de la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies. La concurrence. Plus il y a de concurrence, plus les entreprises doivent réduire leurs prix. Inversement, moins il y a de concurrence, plus les entreprises peuvent fixer des prix supérieurs à leurs coûts de production. La concurrence et les coûts liés au transport vers le pays dans lequel on souhaite exporter sont des données que l'on ne peut pas modifier. Pour améliorer sa compétitivité prix, les déterminants principaux d'un pays sont donc le taux de change et le coût de production de ses entreprises. Le taux de change peut être influencé par la Banque centrale, en fonction de sa politique monétaire. Le coût de production, au-delà du coût du travail et du capital, est influencé par la productivité. Plusieurs éléments sont susceptibles d'affecter cette productivité. La qualité des infrastructures, les routes et le réseau de télécommunications du pays facilitent les échanges. La proximité de partenaires, des fournisseurs et prestataires, la qualification des travailleurs, la capacité à organiser la production de manière efficace ou innovante, et le progrès technique. La compétitivité hors prix relève plutôt de la stratégie des entreprises et dépend de la qualité des produits et de l'innovation. Ces stratégies sont orientées par l'environnement économique, fiscal, social ou réglementaire des États. Les États ont donc plusieurs leviers à leur disposition. Le soutien de l'innovation technique, commerciale et de la formation professionnelle, l'incitation à adopter des stratégies de montée en gamme, l'aide à la constitution de réseaux qui regroupent des entreprises, des organismes de recherche et des centres de formation. On parle de pôle de compétitivité. La compétitivité des entreprises peut avoir d'importantes conséquences en termes d'emploi, d'aménagement des territoires et de croissance économique. C'est donc un enjeu économique majeur sur lequel les entreprises et les gouvernants doivent travailler ensemble. Alors l'idée c'est évidemment pas que tout le monde fasse des vidéos, on imagine bien que ça peut être compliqué pour tous nos professeurs et formateurs, mais il y a plein d'outils simples qui peuvent remplacer ça. Il y a l'utilisation de Prezi comme je viens de le faire aujourd'hui et comme d'autres l'ont fait. Prezi permet vraiment d'utiliser ce schéma-là, d'avoir cette vision globale constante tout au long de la formation et en même temps de pouvoir zoomer à l'intérieur de détails. L'utilisation du storytelling, c'est facile pour n'importe quel sujet. On peut replacer une histoire, on peut s'identifier à des personnages. La provocation, les communicants l'ont bien compris, mais malheureusement pas encore nos professeurs. La performance théâtrale, alors c'est pas donné à tout le monde, mais ça s'apprend aussi. Le dessin de presse humoristique, moi je sais que j'ai eu un prof d'histoire, heureusement que j'ai pas eu que des mauvais, j'ai eu un super prof d'histoire qui partait toujours de ses cours à partir du dessin de presse du jour. Voilà, donc c'est un des exemples possibles. Et enfin, évidemment, le jeu. N'importe quel type de jeu, à partir du moment où on met du ludique, on éveille l'intérêt, le jeu sert l'objectif pédagogique.
Voilà, donc juste pour rebondir une dernière fois sur l'intervention de mon prédécesseur, je pense que, et j'ai toujours pensé depuis très jeune, et de ce côté rebelle, qu'il ne faut pas, et surtout pas, essayer de fliquer les élèves, mais plutôt essayer de leur redonner cette motivation à apprendre et de donner à nos professeurs les outils pour qu'ils arrivent à redonner cette motivation à nos élèves. Merci.